Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis très heureux d'être là, presque là, puisque je suis en Belgique et vous êtes à Besançon et à d'autres endroits. Et donc, je voudrais parler de cette question du numérique, mais aussi en le posant en perspective par rapport au métier de demain et donc à ces jeunes que nous formons, et par rapport auxquels on doit avoir des idées prospectives en tout cas. La première chose que je veux faire, c'est bien sûr remercier l'équipe avec laquelle je travaille parce que je pense que, de nouveau, sans eux, rien n'est possible et on essaye tous de faire ça dans l'équipe, c'est de se valoriser et soutenir mutuellement, sachant que c'est toujours un travail d'équipe, même si ici c'est moi qui représente une partie des idées que nous partageons. Le numérique aujourd'hui, pour former des adultes de demain, c'est toujours un peu compliqué de trouver un titre, mais voilà, il fallait que le numérique figure, il fallait que ça soit actualisé, et puis l'idée de la formation, elle est essentielle. Et la formation, c'est bien sûr en anticipant ce que demain sera. Mais le numérique, c'est aujourd'hui, et donc c'est la première chose qu'il faut sans doute bien avoir en tête. Alors, je vais structurer mon propos en trois points, mais vous avez parlé du MOOC, je vais en parler, mais très très brièvement, parce que il y a la question dans ces nouveaux dispositifs de formation. Alors, on peut les critiquer parce qu'ils sont critiquables, mais quelle est la réflexion que l'on a par rapport à ce que c'est que réussir dans un dispositif comme celui-là et comment permettons à chacun de réussir dans un dispositif tel que celui-là ou un autre. Ensuite, il y a la question de est-ce que ce virage numérique, on va le réussir ou le rater? Est-ce que l'éducation est prête? Et puis, je vais me permettre de faire trois propositions qui me semblent importantes pour peut-être ne pas le rater. La première chose, le MOOC, je ne vais pas vous rappeler ce qu'est cet acronyme, hein, Massive Open Online Courses. On en a entendu beaucoup parler, on en entend un petit peu moins parler aujourd'hui, même si il reste d'actualité. Mais on va dire que l'effet de mode est passé et qu'on arrive à un niveau où ça se régule et donc ça devient utilisé d'une façon sans doute plus construite et plus organisée. Vous avez parlé des deux premières sessions du MOOC, en fait, l'innovation pédagogique dont vous êtes le héros, qui est notre première expérience MOOC, dont on est très content, dont on est très fier aussi. Elle a réuni plus de 8500 participants la première saison, 6500 la deuxième. Et là, on en est à une troisième, où on a 1500 candidats, donc on n'est pas au même nombre que d'habitude. Mais la spécificité, c'est que c'est un MOOC que nous avons hébergé nous-mêmes, donc on est sorti de chez Fun et on a hébergé sur une plateforme à nous, à Lumos. Donc nous sommes hébergeurs de MOOC. Donc, qui veut l'entendre, euh, voilà, c'est une possibilité qui existe. Euh, un MOOC sur l'innovation pédagogique, en partant de ce que Jonati a mis en avant comme bénéfice de la recherche pour l'apprentissage, en se posant la question de qu'est-ce qu'on peut mettre en avant comme principe aujourd'hui qui sont étayés par la recherche. Nous sommes des chercheurs, nous travaillons à l'université, et donc comment peut-on construire un MOOC autour de ces problématiques? Mais la question que j'ai posée d'entrée, c'est celle de quelle plus-value au-delà de la constitution d'un MOOC, comment parle-t-on de réussite à l'intérieur d'un MOOC ou d'un autre dispositif? La réflexion, elle est tout aussi valable. Tout d'abord, un MOOC, c'est pas une entité unique. Donc, comme tout objet, c'est ce que l'on en fait qui va déterminer sa valeur. Et donc, on peut le considérer comme un MOOC classique, c'est-à-dire un MOOC informatif. Il y a des capsules vidéo, un MOOC formatif, c'est-à-dire dans lequel il y a des questions qui permettent de vérifier si l'information est bien construite. C'est assez classique. À l'intérieur de ce MOOC, nous avons voulu qu'il y ait d'autres activités, des activités intégratives. Ça veut dire des activités qui permettent aux apprenants, aux participants, de mettre en œuvre ce qu'ils ont appris. Et donc, on dépasse le simple je vois, je réponds à des questions. Et à l'heure actuelle, dans notre MOOC, nous avons des parcours différenciés. On a le même objet, mais le parcours peut être différent selon le choix que fait l'apprenant, le participant au départ. Donc, réussir. Eh bien, pour notre institution, qui est composée de 8000 étudiants, l'important, l'objectif, c'était est-ce que nous allons atteindre le même nombre d'inscrits dans le MOOC que dans toute l'université? Oui.
Donc pour notre institution, le MOOC réussit parce que quelque part, il y a une forme de visibilité qui a donné à l'institution au travers de son nombre d'inscrits. Mais un nombre d'inscrits ne reflète pas ce qu'ils font, la qualité de ce qu'ils font, et donc ce pourquoi ils viennent. Un autre nombre, 74,4%, c'est le nombre d'apprenants qui, au départ, nous disent que dans le MOOC, ils viennent pour chercher à acquérir des compétences qu'ils veulent réinvestir dans leur vie personnelle. Ils ne cherchent pas nécessairement une certification. Ils ne cherchent pas nécessairement une valorisation professionnelle. Ils cherchent à développer leurs propres compétences. Et donc, ce qu'ils vont y faire va refléter ce qu'ils y cherchaient. Et donc, peut-être que si tous ne répondent pas au quiz, si tous ne vont pas jusqu'au bout, peut-être que c'est parce que les compétences qu'ils acquièrent ou qu'ils réinvestissent dans leur vie personnelle n'ont pas besoin de cette certification. Nous, ce qu'on voulait aussi, c'est créer une communauté. Et donc, on a créé des communautés sur Facebook. Et ces communautés continuent à exister. Aujourd'hui, elles sont composées de plus de 2500 personnes. Et ces communautés continuent à vivre. Donc, euh, voilà de nouveau une autre manière de déterminer que le MOOC, selon nous, est réussi parce qu'on fait vivre une communauté autour d'un objet particulier. Donc, réussir un MOOC, ça peut être plein de choses. Ça dépend de la perspective, ça dépend du point de vue. Et quand on parle de 10% de réussite dans un MOOC, ça veut dire que ceux qui obtiennent un certificat sont au nombre éventuellement de 10%. Mais ça ne veut pas dire que d'autres ne réussissent pas à y trouver ce qu'ils cherchent. Et c'est bien comme ça qu'il faut concevoir sans doute aussi ces nouveaux dispositifs. C'est en relation avec quels sont les besoins des individus et comment est-ce qu'on essaye d'y répondre et surtout de valoriser ces besoins par des moyens appropriés. Parler de tout ça, c'est aussi parler de compétences plus larges, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important dans des dispositifs de formation continue, formation initiale. Pour nous, c'est partager la connaissance, c'est être créatif, c'est analyser des pratiques, c'est échanger sur des pratiques, c'est poursuivre la formation, c'est continuer à entretenir une veille. Est-ce que les compétences des enseignants de demain, est-ce que ce n'est pas tout ça? Est-ce que, au-delà du contenu, est-ce que c'est pas toutes ces compétences-là qui sont plus importantes et auxquelles le numérique peut contribuer? Peut-être pas nécessairement en tant que contenu à développer, mais essentiellement en tant que moyen qui permet de développer des soft skills, comme on viendra tout à l'heure. Donc voilà, une petite illustration pour commencer concernant un objet qu'on connaît bien. Après, la question qui suit, c'est est-ce que on va réussir ou rater le virage du numérique en éducation? Et je voudrais vous parler dans un premier temps d'une intelligence artificielle qui s'appelle Todai. Allez voir sur Google ce que cette intelligence artificielle est capable de faire. C'est un robot qui a participé à un concours à l'école polytechnique d'une université japonaise et qui a dû répondre à des examens d'entrée en faisant un résumé d'un texte sur un sujet donné. Alors le texte, c'est concernant le commerce maritime au XVIe siècle, enfin, un truc voilà, personne ne peut connaître comme ça. Et cette intelligence artificielle a réussi à écrire un texte qui a surpassé 80% des étudiants qui y ont participé. Donc aujourd'hui, on est capable, avec de l'intelligence qui est artificielle, de faire mieux que 80% d'individus qui sont des êtres humains. Donc, ça pose plein de questions et on reviendra sur ces questions. Mais c'est possible. Les questions, c'est bien sûr la tâche. Est-ce que faire un résumé de ce type-là est une tâche adéquate quand on demande on veut tester les compétences d'un individu à entrer dans une institution telle que celle. On reviendra là-dessus. Et donc, je voudrais aborder ces sujets de façon assez rapide, qui sont aujourd'hui celles de l'intelligence artificielle et de la robotique, parce qu'en éducation, on a aussi à se préoccuper de ce genre de phénomène. Alors, l'intelligence artificielle, ben, elle a une définition. Hein, ce sont des machines qui effectuent des tâches qui requièrent de l'intelligence, enfin, des tâches considérées comme requérant de l'intelligence humaine. C'est une machine qui pourrait faire comme le ferait un être humain. Mais faire quoi? Et donc, on n'a pas qu'un type d'intelligence artificielle. Les intelligences artificielles aujourd'hui qu'on connaît bien et qui fonctionnent, ce sont des intelligences très 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 contextualisées. Battre un champion du monde du jeu de Go, eh bien une intelligence artificielle peut le faire, mais elle ne peut faire que ça. Euh, Créer une nouvelle chanson des Beatles
à partir de l'ensemble des chansons qu'ils ont composées. Une intelligence peut le faire, mais elle ne peut pas faire autre chose que ça. Conduire une voiture autonome, une intelligence peut le faire, même si c'est très complexe, mais on peut faire que ça. Donc, l'intelligence artificielle contextualisée, elle est de plus en plus maîtrisée. Mais il y a d'autres intelligences artificielles. Un deuxième niveau est celui des intelligences artificielles qui arrivent à généraliser. Vous avez tous des photos que vous donnez ou pas à Google, à Apple, à Facebook, enfin plein d'opérateurs, et vous vous rendez compte à un moment donné que quand vous mettez une photo de chat, eh bien, vos photos de chat sont de plus en plus et de mieux en mieux reconnues, et que le système arrive à apprendre quelles sont les caractéristiques d'un chat pour les regrouper. C'est vrai avec vos visages, c'est vrai avec les visages de vos parents, de vos enfants, de votre famille. Google, Facebook, Apple ne se préoccupent pas de votre visage et des visages de votre famille. Mais le fait que vous confirmiez que ce sont bien des visages qui sont similaires lui permet d'améliorer son système d'apprentissage, et donc ce système d'intelligence artificielle est capable d'apprendre de plus en plus finement pour gérer de façon autonome des opérations de ce ordre. Détection des émotions aujourd'hui. C'est ce que les intelligences artificielles arrivent à faire de mieux en mieux grâce à des technologies comme celle-là qu'on appelle le machine learning. L'intelligence artificielle autonome qui prendrait des décisions sans que l'être humain en soit au courant, ça reste un mythe, ça reste une perspective que certains évoquent, mais qui pour l'instant, d'après ce que j'ai pu lire en tout cas, est de l'ordre de la science-fiction. Mais qui sait? Soyons malgré tout attentifs. Et donc en éducation, en quoi l'intelligence artificielle peut-elle nous aider? Eh bien, par rapport à tout ce qui touche à l'adaptive learning, c'est-à-dire au fait de, à partir des données d'un individu qui apprend, poser un diagnostic très fin, à partir d'un certain nombre de données, donc learning analytics, des data qu'on peut exploiter, pour après apporter des réponses adaptées. Et voilà une manière dont l'intelligence artificielle peut être utile en éducation. Alors, dans le cadre de recherche que nous menons, nous avons développé un chatbot, donc un robot en fait, qui est doté d'une forme d'intelligence et qui peut, dans le cadre ici d'une fenêtre Messenger que tout le monde connaît sur Facebook, et qui peut permettre ici à des étudiants, jeunes enfants en fait, de pouvoir travailler, de réviser leurs mathématiques en posant des questions à Messenger. Non, en ayant des questions qui sont posées par le robot et en répondant à des questions qui sont posées via Messenger. Et donc voilà une manière d'utiliser l'intelligence artificielle dans des interfaces qui sont les interfaces que nos jeunes utilisent et donc peuvent éventuellement les aider en termes d'apprentissage. La robotique, la question de la robotique, alors ici normalement vous devriez voir une vidéo et sur la gauche il y a une vidéo d'un robot qui est capable de faire des saltos, donc ils sont capables de faire aujourd'hui des opérations très, très sophistiquées. Et sur la droite de l'écran, vous voyez des robots qui aimeraient bien faire des saltos, qui surtout se cassent la figure pour montrer que même si ça marche parfois très bien, ça marche pas toujours aussi bien. Un robot peut aussi, aujourd'hui, cueillir des pommes en détectant dans le verger quelles sont les pommes qui sont mûres et il peut passer dans le champ pour récolter ces pommes qui sont mûres. Sur la droite, vous voyez euh, les fondements d'une maison qui sont en fait construits par une imprimante 3D à l'aide d'une imprimante 3D. Donc, cette automatisation, cette robotisation, elle existe dans des domaines qui affectent nos métiers. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que les métiers de demain vont se modifier, vont se réduire à cause de l'automatisation, à cause de la robotisation? Alors, la réponse, bien sûr, elle est en partie oui, en partie non. C'est-à-dire que oui, il y a des métiers qui vont disparaître, comme le maréchal Ferrand a disparu il y a quelques années au profit du carrossier. Eh bien, oui, sans doute demain, certains métiers disparaîtront, mais au profit d'autres métiers. Et voilà une annonce qui est apparue chez nous sur l'équivalent de Pôle emploi chez vous. On cherche des pilotes de drones, des testeurs de logiciels, des infographistes 3D, etc., etc. Donc, il y aura une disparition de métiers, et il y aura aussi des créations de métiers qui seront des métiers nouveaux et donc auxquels on doit préparer nos jeunes. Et ces métiers sont relatifs au fait que le numérique euh, envahit de plus en plus toutes les sphères professionnelles. Et donc, à quoi doit-on former nos étudiants, nos enfants, pour que demain, ils soient prêts
à s'investir dans des métiers comme ceux-là, sachant que les enfants qui rentrent à l'école à 2 ans et demi, 6 ans, eh bien, ils sortiront dans 15, 17, 18 ans et ils rentreront sur le marché du travail. Donc, quel métier pour demain? Donc, je reviens à ces soft skills. Comment les préparer à être collaboratifs, à être créatifs, à être euh, euh, prêts en fait à imaginer et à s'investir dans des métiers nouveaux plutôt que dans des métiers qui sont des métiers du passé. Et ça, c'est sans doute une des vraies questions que posent ces questions d'intelligence artificielle et de robotique, un peu poussées à l'extrême dans les exemples, mais malgré tout une réalité dans le quotidien d'un certain nombre d'entre eux. Et donc j'en reviens à Toda et à ce robot qui est capable de pouvoir, de, de faire un résumé mieux que 80% d'étudiants qui s'inscrivent à un examen d'entrée à l'université. Et la question qu'on doit se poser, c'est en tant qu'enseignant, est-ce que évaluer de la restitution par un résumé, est-ce que c'est la bonne tâche? Est-ce que si un robot est capable de faire un résumé mieux qu'un individu, est-ce que demander à un individu de faire un résumé est la bonne tâche? Donc, bien sûr, le robot ne pourra pas justifier son résumé, mais l'étudiant, c'est sans doute ce qui fera la différence, c'est qu'il est capable de justifier la raison pour laquelle il a choisi de résumer ou de prendre tel et tel passage pour résumer. Ensuite, il y a un constat qui a été fait par la créatrice de cette intelligence artificielle, c'est que, en grande partie, les étudiants n'ont pas bien réussi le résumé parce qu'ils n'ont pas bien lu les consignes. Et donc, comment s'assure-t-on qu'on comprend bien les consignes? Comment continue-t-on à développer le questionnement relatif à est-ce que les acquis de base sont bien là pour que les tâches de plus haut niveau puissent elles aussi être réalisées et qu'on ne soit pas quelque part simplement comme un robot qui fonctionne et qui peut faire des choses, mais comme des êtres humains qui aient une subtilité et une manière personnelle d'interpréter, de traiter l'information. Parce que l'information, ce n'est pas le savoir. L'information, elle existe, on parle d'infobésité, mais le vrai travail de l'être humain, c'est cette capacité de relier des éléments qui sont informatifs, de les croiser, de traiter les sources, de juger la qualité des sources. Et c'est bien là qu'est la subtilité de l'être humain. Ce n'est pas juste recueillir l'information pour en faire un bon résumé, mais c'est être capable de la relier de façon suffisamment spécifique pour pouvoir se prononcer par rapport à la qualité de cette information et la manière dont on peut associer des éléments de ces informations les unes par rapport. Réussir ou rater le virage du numérique. Alors, vous connaissez peut-être ce monsieur, Aura Kwadwo Otish. Alors, vous le voyez là, cette image a fait le tour du monde. C'est un professeur d'informatique qui a travaillé sur Word et qui n'avait pas de matériel informatique et qui a dessiné tout Word sur un tableau. Alors, oui, certains s'en sont émus et il a reçu du matériel informatique pour que dans son école, dans son village, eh bien, on ait un équipement qui soit adéquat. Très bien. Bravo pour cette personne, bravo pour le village, bravo pour l'école. Elle a bénéficié. À titre personnel, ce monsieur a été invité par Microsoft au Salon mondial de l'éducation pour faire état de sa réflexion concernant les technologies et pour le mettre en avant. Très bien, il a été valorisé personnellement. Mais aujourd'hui, cette attitude-là, ce phénomène-là, il traduit quand même quelque chose de beaucoup plus important. C'est le fait que nous avons aux États-Unis les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Nous avons à droite les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui ont une forme, le monopole sur la manière dont les technologies aujourd'hui sont développées et sur ce qui en est fait et sur les produits que cela représente. Au milieu, nous avons l'Europe, nous avons l'Afrique. Et est-ce que nous sommes concurrentiels par rapport à ce qui se fait dans ces pays-là? Alors oui, dispenser des petits renforcements à des individus qui en ont besoin parce qu'ils sont dans une situation telle qu'ils doivent dessiner Word au tableau, c'est quand même pas une situation tellement enviable. Et sans doute que nous, par rapport à tout ce qui est de l'ordre de l'éducation numérique, de l'éducation par le numérique, on a un gros travail à faire pour que nos enfants ne soient plus dans cette situation-là,
même si certains enfin, s'ils vont bénéficier de dons à un moment donné, mais c'est pas normal de bénéficier de dons comme ça devrait être une autre modalité qui devrait permettre à chacun de bénéficier des atouts que le numérique peut nous proposer. Parce que certains ont raté le virage du numérique. Nokia a raté le virage du numérique. Kodak a raté le virage du numérique. Aujourd'hui, il n'existe plus ou pratiquement plus parce que ce virage-là, ils n'ont pas réussi à le prendre. Donc, est-ce que l'école va faire mieux que Nokia, mieux que Kodak? C'est une question qu'il faut bien sûr se poser. D'où mes trois propositions qui se basent sur un certain nombre de réflexions préalables. Est-ce que c'est la technologie le problème? Alors, certains disent que oui, certains disent qu'il y a trop de technologie, il faut enlever la technologie, donc comme il y a trop de technologie, ça va empêcher les esprits de se développer de façon adéquate. Euh, Bien sûr, il y a des problématiques qui sont relatives aux technologies qui font qu'il y a une forme de comportements humains qui ne sont pas acceptables, comme le harcèlement, etc. Vous connaissez bien. Mais on peut aussi, grâce à ces mêmes technologies, euh, retrouver des enfants qui savent que la population peut se mobiliser. Donc, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Il y a toutes les tendances humaines se reflètent dans cette technologie, dans ce numérique. Euh, on travaille avec des vidéos. Quelles vidéos voulons-nous? Quelles vidéos nos jeunes veulent-ils? Comment veulent-ils être enseignés? Comment veulent-ils apprendre à l'aide de la vidéo? Voilà deux exemples qui sont contrastés et je pense que chacun fera son choix en fonction de euh, la manière dont il envisage la formation à l'aide d'outils comme les outils vidéo. Et donc, certains disent, puisque la technologie peut être le problème, peut-être qu'il faut supprimer la technologie de l'école. Et là, on en vient euh, à un mythe, parce que j'insiste sur ce mot-là, qui est le fait que les bonzes de la Silicon Valley ne mettraient pas leurs enfants à l'école dans laquelle il y a du numérique, parce que voilà, ils estimeraient que c'est malgré qu'ils développent ces outils, eh bien, les enfants ne devraient pas y être trop soumis. C'est un mythe d'abord parce que c'est une réflexion qui provient d'un article du New York Times. Donc de nouveau, allons voir les sources. D'où est-ce que ça vient? Ça vient d'un article par rapport à une problématique qui a été évoquée une fois. Et donc ce n'est pas une généralisation qu'il faut faire. Ensuite, il y a une autre question qui est incroyable. Les parents de la Silicon Valley sont comme les autres. Ils se préoccupent que nos enfants ne soient pas toujours devant les écrans. N'est-ce pas normal? Bien sûr que c'est normal. Bien sûr que nos enfants ne doivent pas être au tout numérique en permanence. Mais si cet argument-là est utilisé pour dire qu'il ne faut pas de numérique à l'école, eh bien, on va accentuer le décalage en termes d'usage de ces outils numériques. Pourquoi? Parce que les enfants des parents de la Silicon Valley, eh bien, eux, ils ont la possibilité à la maison d'utiliser ces outils. Ils ont leurs parents qui vont pouvoir les former à ces outils. Vous prenez une zone ZEP quelque part, c'est pas sûr que les parents aient le niveau nécessaire pour qu'ils puissent former leurs enfants à toutes les problématiques que le numérique peut poser aujourd'hui. Et donc, supprimer ces problématiques de l'école, eh bien, c'est se tromper de, euh, de sujet et c'est plutôt un impératif social que de traiter la question numérique. Donc, c'est bien l'inverse qu'il faut faire. Alors, l'inverse, en étant bien sûr modéré dans les usages, euh, rigoureux dans les usages, que ce soit des usages au bénéfice de l'éducation et pas pour faire tout et n'importe quoi. Parce que si le monde de l'éducation ne le fait pas, les autres le feront ou l'ont déjà fait. EDX, c'est une firme commerciale. Facebook for Education existe. La Khan Academy, ça existe. Euh, Fun, c'est une entreprise qui maintenant commence à générer de l'argent. Office 365 for Education, etc., etc., etc. Tous les grands opérateurs numériques se préoccupent de lui, parce que c'est aussi un marché. Est-ce que le monde de l'éducation d'aujourd'hui en est conscient ou pas? Et est-ce que les mesures vont être prises pour que nous soyons aussi des opérateurs tout aussi fiables que ceux-là, qui ont des moyens beaucoup plus que sans doute le monde de l'éducation? Et donc, quelles alternatives équitables peut-on proposer? Une première chose, c'est il faut pratiquer des pédagogies inclusives. Ça veut dire pas de dogme,
pas une pédagogie qui doit être mise en avant au profit, au détriment d'autres. Euh, Aujourd'hui, comme le dit Pierre Dillembourg, sans doute qu'on n'est pas à du Piaget 2.0, mais à du Piaget 0.5. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut permettre à l'apprenant de se faire sa propre image, sa propre idée, sa propre appropriation du savoir, mais qu'à un autre moment, sans doute, il faut aussi le guider dans cette appropriation du savoir. Et le numérique, c'est ça. C'est, il faut que, bien sûr, on utilise le numérique, mais pas que le numérique, et c'est que le numérique est complémentaire à d'autres modalités. Donc, tous les publics doivent pouvoir accéder à ces outils, en bénéficier, pour que chacun puisse en retirer ce qui est nécessaire au niveau de leur capacité d'apprentissage. Donc, j'en viens à cette capacité de complémentarité. Aujourd'hui, il faut assurer la complémentarité entre l'intelligence humaine et l'intelligence numérique. Nous n'allons pas concurrencer l'intelligence numérique sur des questions de fiabilité, sur des questions de rapidité de processus qui sont euh, mis en œuvre beaucoup plus rapidement qu'un être humain ne peut le faire. Par contre, tout ce qui est de l'ordre de l'empathie, tout ce qui est de l'ordre de la prise en compte des spécificités, tout ce qui est de l'ordre de l'artisanat, du développement de compétences très particulières et spécifiques que l'intelligence humaine peut mettre en œuvre, c'est là-dessus qu'il faut développer. Je vais prendre un exemple. On a beaucoup craint pour les auteurs musicaux et autres concernant le fait que la musique en ligne allait éventuellement leur faire perdre beaucoup d'argent. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est prêt à payer? On est prêt à payer pour aller à un concert, on est prêt à payer cher pour aller à un concert, pour voir les individus en vrai. Par contre, leurs chansons, on va les payer sans doute 99 cents pour une chanson, 10 euros pour un album, pas très cher. Mais plus ils en vendront, plus des gens viendront les voir. Et aujourd'hui, euh, on en arrive à des situations où c'est la réalité qui génère du profit pour les individus, alors que ce qui est de l'ordre de tout ce qui est le support numérique, il est parfois gratuit, parfois il coûte peu cher, parce qu'aujourd'hui les gens sont prêts à payer pour ça. Mais l'idée c'est comment on développe ce qui est de l'ordre du numérique à sa juste valeur et ce qui est de l'ordre de l'humain à sa juste valeur. Donc, les compétences humaines en complémentarité des compétences. Et enfin, bien sûr, on va taper sur le clou encore et encore et encore. Il faut former les enseignants à ces pratiques, à ces usages, à ces questions. La question numérique doit faire partie de la formation des enseignants. Le numérique, c'est un moyen pour faire apprendre. Le numérique, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas parce qu'on met du numérique dans un établissement, dans une entreprise, que ça va marcher sans que des moyens humains soient mis à disposition pour que ce dispositif numérique fonctionne au mieux en cohérence, en complémentarité avec les êtres humains qui y figurent. Mais pour ça, il faut que les enseignants y soient formés, qu'ils aient une conscience de ce que ça représente et que de plus en plus, ils s'emparent de ces problématiques numériques dans tous les domaines. Et moi, j'ai un espoir, c'est qu'un jour, on ne parle plus du numérique comme d'une discipline, mais que le numérique soit tellement transversal que dans toutes les disciplines, les questions numériques puissent apparaître et qu'elles fassent partie intégrante de ces différentes disciplines. Par rapport à ça, vous connaissez sûrement le DISCOMP, le Digital Competencies of Educators, qui a été écrit par, enfin en tout cas mis à disposition par Commission européenne, l'Union européenne, et dans laquelle on décrit un certain nombre de compétences numériques qui doivent être acquises par les élèves, par les enfants, par les étudiants, mais aussi par les enseignants. Je pense que c'est une référence indispensable pour former les élèves et les enseignants de demain. Donc, former les étudiants, former les élèves, former les enseignants. Dans Dishcomp, vous trouvez toutes ces caractéristiques et tous ces éléments. Donc, et je vais en terminer là, pour moi, bien intégrer le numérique, c'est développer l'humain. Ça veut dire que si on veut vraiment se préoccuper de l'humain de demain, eh bien, il ne faut pas négliger ce que le numérique va apporter parce que nous n'avons pas à le combattre, nous avons à en être complémentaires. Et donc, il faut réfléchir à la manière dont on va développer la connaissance pour le maîtriser et pour savoir dans ce que le numérique ne fait pas, ce que eux-mêmes vont devoir maîtriser au niveau humain pour le compléter de la façon la plus harmonieuse et la plus efficace possible. Voilà, je pense que c'est là que je peux en terminer ma présentation en espérant ne pas
avoir été trop long, mais je ne crois pas, je suis juste dans le time. Voilà, merci Pile beaucoup. poil, pile poil dans le timing. Je suis désolée, j'aurais dû vous accueillir en caméra. Voilà. Donc, Très on va bien. pouvoir euh, prendre des questions en ligne et des questions de la salle à Besançon. Vous pouvez choisir les questions que vous souhaitez, hein. Je choisis les questions où? Je vois pas les questions. Alors, ils vont défiler en ligne et dans le chat collectif à droite. Et il y aura D'accord. des questions C'est le fil du dans la groupe, c'est salle ça? aussi. C'est le Oui, tout fil à du fait. groupe? Oui, tout à fait. Ouais. Pour l'instant, il n'y a rien et les gens. Voilà. Ah, voilà. Pas de questions. Si, on a une question de Christophe Riffet. Bonjour Christophe. Oui, bonjour Bruno. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je voudrais vraiment te féliciter sur ta synthèse et puis la manière de la mettre en image. Je dois te le dire, je t'ai piqué absolument toutes les diapos C'est bien. parce que je vais les réutiliser sans doute dans mon cours à destination des enseignants de demain. J'ai une question qui m'a turlupiné quand tu as commencé à parler de fun. Tu as dit que vous avez décidé de monter votre MOOC en dehors de Fun, et puis tu as enfoncé le clou aussi un petit peu plus tard en disant que Fun est une entreprise qui commence à générer de l'argent. Et Ouais. j'aimerais bien que tu nous donnes un peu plus de précision sur ces affaires-là. Parce que moi, je le découvre en fait, je trouve que Fun c'est plutôt dans un organisme public avec lequel on travaille et donc je suis un peu surpris mais je suis très intéressé par ton point de vue. Bien. Alors, mon point de vue. D'abord, j'ai un point de vue qui est un point de vue pédagogique. C'est-à-dire, d'abord, merci de piquer, mais transparent, c'est très bien. Il faut le faire. Et c'est le but, c'est partageons, partageons. Donc, allez-y, ne vous gênez pas. Pour autant que, évidemment, vous fassiez référence au fait que je les ai quand même conçus. Euh, donc, une première préoccupation, c'est une préoccupation pédagogique. Et donc, en fait, nous, on a été contents de nous inscrire dans Fun, dans l'idée où, euh, en gros, ça donne une visibilité. Euh, mais en termes pédagogiques, enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'options qui existent dans d'autres dispositifs de type LMS et qu'on ne trouve pas dans Fun. En tout cas, nous, ça nous a pas complètement satisfait du point de vue pédagogique. On voulait beaucoup sortir de Fun et on a eu pas mal de discussions avec le fait d'en sortir parce qu'on voulait être plus interactif, parce qu'on voulait, enfin voilà, enfin, on voulait utiliser des outils qui étaient pas nécessairement intégrés ou intégrables directement à la plateforme Fun. Donc ça, c'est la question plus pédagogique qui est plus fondamentale. Après, il y a la question des moyens et donc du fait de générer aujourd'hui un peu d'argent à partir de dispositifs qu'on propose. Donc, nous, on a commencé il y a 3 ans en travaillant sur Fun et c'était à peu près gratuit, je pense. L'an dernier, on nous a demandé 500 euros et cette année, on nous en demande 5000. Donc, voilà. Donc, nous, en fait, on trouve des solutions qui nous paraissent moins chères, où on va sans doute pouvoir mieux gérer et faire ce qui nous convient. Donc, voilà, c'est une question d'analyse, coût-efficacité, qui nous a fait faire ce choix-là. Alors, le choix technologique qu'on a choisi, c'est un choix de Moodle paramétré par et ce choix, pour l'instant, nous convient bien avec, bon, là, évidemment, on n'a pas 100 000 inscrits qui travaillent en même temps, mais on en a 1500, ça marche. Donc, on va essayer de voir comment on peut monter en puissance en gérant ça. Et voilà, on verra. Mais en tout cas, c'est notre volonté d'essayer d'investiguer aussi, du point de vue technique et technologique, des moyens qui nous conviennent bien du point de vue pédagogique et qui, peut-être, au niveau financier, peuvent aussi convenir, quoi. Ça fait partie de l'équation. Question en ligne du CNAM de Paris. Oui. Ah, donc, qu'entendez-vous par usage modéré du numérique? Alors, l'usage modéré du numérique, ça veut dire que moi, je ne suis pas pour l'école.
ou l'enseignant qui numérise toutes ces pratiques ou qui utilise des outils pour utiliser des outils. C'est-à-dire que pour moi, le numérique s'insère comme outil dans un dispositif pédagogique et que dans les dispositifs pédagogiques, il y a autre chose que du numérique aussi. Mais que le numérique, c'est un des moyens qui n'est pas négligeable, au titre que d'autres ne sont pas même titre que d'autres ne sont pas négligeables, et que ce qui importe, c'est qu'ils intègrent les dispositifs de formation, et je ne doute pas qu'ils le fassent, mais je pense que sans doute on peut encore faire plus et on peut faire mieux, euh, mais que, enfin, je veux dire, je vais à l'encontre de cette idée qui serait de euh, trouvons un outil pour faire tout ce qu'on fait déjà très bien de façon, on va dire, plus classique dans une classe. On n'a pas besoin d'outils numériques pour tout. On a besoin des outils numériques pour certaines choses. Par exemple, la collaboration en ligne. euh, Quoi d'autre qu'un bon outil numérique pour faire de la collaboration en ligne? Par contre, un travail de groupe où on échange en classe, ben, ça marche très bien aussi, ça apporte d'autres choses, ça développe d'autres compétences. Et donc, c'est pas parce que on a un outil numérique qui permet de faire du travail collaboratif en ligne que pour autant on doit l'utiliser en classe et qu'on néglige aussi le développement de compétences relationnelles pour travailler dans des groupes qui seraient des groupes d'individus qui se voient, qui sont ensemble dans un même lieu. Donc c'est ça pour moi l'usage modéré, c'est cette idée que ça fait partie de l'ensemble, ça fait partie de la panoplie. Il ne faut pas la négliger, mais on ne néglige pas non plus le reste. Donc on ne doit pas être dogmatique par rapport au fait que le numérique, c'est la solution. Ce n'est pas un miracle. C'est quelque chose qui s'utilise au même titre que d'autres outils. Je crois avoir répondu à la question selon ce que j'ai compris. Alors, j'ai une petite question à propos de votre MOOC. Vous avez dit que vous l'avez hébergé dans une plateforme externe du FAN, n'est-ce pas? Oui, C'était quoi comme plateforme? c'est notre, Moodle, sur Moodle. sur Moodle, c'est ça, le lien est là, Oui, mais est-ce que oui, c'est Moodle MOOC.imo. est Oui. une plateforme, comment dire, euh, apte à héberger un MOOC avec ses formats vidéo, avec ses interactions un peu différentes? Ben, ça existe, certains l'ont fait, donc nous on s'est dit on va le faire aussi. Voilà, donc on l'a fait. Oui, oui, si. D'accord. Ben oui, si. Et moi je pense qu'il y a plus de Pourtant, on possibilités. retrouve le MOOC et l'innovation dont vous êtes le héros sur Fun, non? Ou c'est les deux premières éditions, vous avez Non, dit? les deux premières éditions, la saison 3, elle est sur le lien que je pense Théo Tchetou a. Oui, Je vais vous remettre. la postée, tout à fait, oui. Le lien est là, ça c'est le lien, mais voilà, c'est un essai. Hein. Enfin, je veux dire, on est aussi en tant qu'universitaire là pour faire des essais de Oui, dispositifs qui nous semblent convenir du point de vue pédagogique ou du point. Alors, je dois dire tout de suite que, évidemment, enfin, une des explications au fait qu'à la saison 3, on ait moins de monde qu'aux autres saisons, ben, d'une part, c'est que c'est la troisième saison, mais d'autre part, c'est aussi que sans doute que la visibilité que Fun euh, apportait, on n'en a pas bénéficié. Et donc, il y a aussi toute cette visibilité-là qu'il ne faut pas négliger. Mais voilà, c'est un choix. Donc, voilà, je vois oui. que... Effectivement, on a un commentaire de l'Université de Lille qui parle du MOOC Défifleux, qui a été développé par l'équipe de l'Université de Lille, Martin Eisenbeis. C'est vrai que c'est également développé sur Moodle amélioré, mais Martine à l'époque m'avait dit que c'était vraiment une prestation avec Moodle pour qu'il puisse améliorer et adapter la plateforme pour ce type de... Alors il y a une question de Sabrina en ligne. Oui, peut-on aller jusqu'à dire que les langues s'apprennent mieux aujourd'hui grâce au numérique? Non, je ne dirais pas ça. Moi, je suis pas du tout spécialiste des langues. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils numériques qui permettent de soutenir l'apprentissage des langues, mais est-ce que c'est mieux? Ce que je crois, c'est que on a de nouveau, comme je le disais tout à l'heure, des outils en plus pour le faire et pour soutenir cet apprentissage. Alors, bien sûr, il faut se poser la question, en termes de traduction, par exemple, aujourd'hui, comment les traducteurs automatiques vont-ils évoluer? Et est-ce que quelque part, les traducteurs vont être remis en question dans leur manière d'envisager leur métier? Oui, les dictionnaires évoluent, les traducteurs automatiques évoluent,
Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura moins de travail, ça veut dire qu'il y aura un autre travail, ça voudra dire qu'il faudra sans doute checker et vérifier si ces traducteurs automatiques sont de qualité, si ce qu'il y a comme impact sur la communication par rapport à ces formes de traduction. Donc, je pense que d'autres métiers vont devoir être développés dans le domaine des langues parce qu'il y a des outils qui permettent de faire l'exercice autour des langues qui va être différent et que l'enseignant ne devra peut-être plus prendre en charge. Mais c'est l'évolution, c'est-à-dire c'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est on fait avec. Et faire avec, c'est pas comment dire, c'est pas péjoratif. Ça existe et donc on l'utilise au mieux de ses possibilités pour tenter d'améliorer l'apprentissage des langues. Et moi, je crois fondamentalement que l'apprentissage des langues, alors là, c'est en parlant, c'est en étant immergé dans un bain linguistique, parce qu'aujourd'hui, le numérique permet d'être mieux immergé. Par contre, par rapport à certaines considérations très techniques, comme peut-être de la traduction ou de l'accès à des mots de vocabulaire très rapides ou une forme de prononciation qui peut être faite de certains mots qui seraient proposés à un système qui permet on va dire, de transformer le texte en son, peut-être que ça, c'est utile pour l'apprentissage des langues. Mais voilà, je ne suis pas spécialiste de l'apprentissage des langues, mais ce propos-là, je pourrais le tenir pour à peu près toutes les disciplines. Euh, il y a des choses qui évoluent, qui permettent de faire mieux que ce qu'on faisait avant à certains endroits, mais pas partout. Et il y a des fondamentaux qui ne changeront sans doute jamais. Oui, je voudrais simplement rebondir sur sur cette réponse et ce commentaire en faisant une remarque et faire du lien peut-être avec la présentation juste avant de Elsa Shashkin, pardon, qui nous a montré une belle, elle nous a fait une belle démonstration de l'usage des traducteurs automatiques et de complémentarité donc entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, en nous montrant que finalement, ce qui est travaillé par les apprenants, c'est d'abord la relation. C'est ça qui va leur donner le goût et le sens à leur apprentissage de la langue, même si par ailleurs, les résultats de sa présentation montrent que finalement, ils sont peut-être moins à l'aise sur l'apprentissage de la langue lui-même, mais sur le long terme, peut-être que ça va valoir la peine. Donc, je suis aussi un peu sur cette idée que on doit construire cette complémentarité. Après, il faut qu'on garde un petit peu de recul par rapport à la nouveauté qui nous envahit et arrêter de sauter sur tout ce qui bouge sans doute et puis essayer d'évaluer un peu plus, d'analyser un peu plus longtemps et d'adopter de façon plus durable les outils qui nous permettent d'avancer vraiment. Et là-dessus, c'est la grande difficulté qui me semble qu'il y a dans nos recherches, c'est que on est absolument débordé par la nouveauté des outils qui déboulent tous les jours et que la recherche n'a pas le temps d'évaluer ce qu'ils apportent vraiment. Si je peux me permettre par rapport à ce que Christophe vient de dire, je suis d'accord fondamentalement, mais j'ai un tout petit souci, ou en tout cas un questionnement par rapport au fait de cette rapidité. Alors je suis bien d'accord qu'en termes de recherche, on ne doit pas surfer sur la vague et on doit prendre le temps d'analyser. Par contre, je crois que ces technologies vont malgré tout tellement vite qu'à un moment donné, il ne faut pas, parce que la recherche prend du temps, oublier le fait que on ne doit pas être dépassé. Et donc c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Et donc on doit aussi être renforcé dans cette idée de comment on s'approprie, peut-être pas nécessairement la technologie, mais les problématiques qui sont associées à ces technologies, parce que d'autres vont le faire. Et donc, euh, enfin, voilà, je sais pas, c'est peut-être pas très clair ce que je, enfin, ce que je veux dire, c'est que ne nous réfugions pas derrière le fait que la recherche prend du temps et elle prend du temps, on le sait, parce qu'il y a aussi en termes de recherche-développement sans doute des choses à faire pour ne pas être perdu comme l'Europe et l'Afrique le sont peut-être aujourd'hui par rapport à des développements tels que on le voit chez euh, de grands voisins et de pôles industriels au niveau de l'industrie économique. Voilà, mais voilà.
Fondamentalement, je suis d'accord, mais je crois qu'il faut aussi être attentif à ne pas se faire larguer parce qu'on va le payer un jour, peut-être. J'espère que non. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il m'entend? Oui, elle est là. Oui, oui, moi j'entends. Oui, très bien. On a dû regarder ailleurs. Moi Très j'entends. bien. Bon, En tout cas, on a bien respecté l'heure. On va pouvoir. euh, merci infiniment, Bruno Delièvre, pour votre intervention aujourd'hui. merci à vous. Merci d'avoir accepté d'être là avec nous aujourd'hui à l'occasion de ce double anniversaire d'Alsic et du CR.